Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Nancy Marcille. De nos jours, l'utilité des commissions scolaires ne fait pas l'unanimité. La présidente de la commission scolaire de Laval vient nous expliquer des différents défis à relever. On va s'entretenir avec la directrice générale d'un organisme qui a pour nom d'IRA Laval, qui prévient et intervient en cas d'abus, de maltraitance et même de violence envers les aînés. On vous amène au lancement de l'album de Noël de Joël Legendre. En studio, on va avoir la visite d'un autre chanteur, Christian-Marc Gendron. On va parler de Body Flow, d'Opération Nez Rouge et on va vous aider à choisir votre prochaine tablette électronique. L'édition de la semaine du 30 novembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Notre première invitée a été réélue le 2 novembre dernier, non seulement elle, mais également 11 membres de son équipe aux élections scolaires. Elle est présidente de la CSDL, la commission scolaire de Laval. Louise Verty, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, M. Rémy. Comment est-ce qu'on se sent au début d'un mandat? Je pense que c'est 4 ans, n'est-ce pas, les mandats au niveau des commissions scolaires? En général, c'est 4 ans. C'est un peu flou maintenant parce que, dans le fond, le gouvernement nous a dit qu'il était intéressé à avoir des élections en même temps que le municipal. Oui. Alors, les prochaines élections municipales sont dans 3 ans. Donc peut-être que le mandat sera de 3 ans. C'est pas encore défini. On ne sent pas que la population, ni même la volonté politique actuelle est derrière les commissions scolaires. On se sent comment à la barre d'un bateau? Et quand on sait effectivement qu'on est un peu laissé à nous-mêmes. Oui, bien, il ne faut pas s'attarder à ça. Il faut fonctionner. Dans le fond, nos défis, oui, il y a des défis par rapport aux commissions scolaires, évidemment, parce que le gouvernement n'arrête pas d'en parler. Les gens, aussi la population, on est dans les journaux très souvent par rapport à ça. Mais il faut regarder vraiment notre mandat puis s'enligner sur ce qu'on a à faire. Notre mission, c'est de faire réussir les jeunes. On a publié il y a 3 semaines le palmarès des écoles publiques et privées. Vous l'avez sûrement regardé, scruté à la loupe. J'ai pas scruté à la loupe parce qu'on compare pas les mêmes choses. Hein? Notre clientèle est extrêmement différente des clientèles qui vont dans le système privé. Alors, ce que j'ai regardé, par exemple, c'est comment ça va nos taux de réussite, comment nos écoles performent et puis comment... tout ce qu'on peut faire, dans le fond, pour faire réussir les jeunes. Fait que oui, on a nos résultats par école pour nous, à la commission scolaire, et puis c'est avec ça qu'il faut travailler pour améliorer les taux. 2 paramètres que j'ai remarqués dans ce palmarès-là pour les écoles publiques. Il y a, entre autres, l'École d'éducation internationale de Laval qui a une note de 9,6 sur 10. Ensuite, Horizon Jeunesse avec un score de 6,1. Et en 3e place, École Saint-Maxime avec 5,3. Comment est-ce qu'on explique autant d'écart entre la première et la 3e école la mieux cotée dans ce palmarès? Bien, il faut voir que la première école, c'est une école où il y a des tests d'admission parce que pour aller à l'École d'éducation internationale, il faut être quand même suffisamment performant. C'est un programme qui est très, très demandant pour les élèves, autant au niveau académique qu'implication de soi. Là, il y a du bénévolat à faire, plusieurs engagements communautaires. Et par rapport à une école où on reçoit la population qui la dessert, mais aussi, dans ces écoles-là, et à Saint-Maxime et à Horizon Jeunesse, ils reçoivent de la clientèle handicapée et en difficulté d'apprentissage. Fait que c'est sûr que ces élèves-là font en sorte que parfois, ils sont qualifiés, ils ne sont pas diplômés, fait que les chiffres descendent. Être commissaire scolaire en ce moment, ça n'a jamais été aussi compliqué. Et vous l'avez dit, il y a de l'immigration, il y a des difficultés scolaires qu'on n'avait pas auparavant. Est-ce qu'on est capable d'atteindre les buts qu'on s'est fixés, entre autres les vôtres? Est-ce que vous êtes contente, je vous dirais, du score que vous atteignez? Oui, bien, on est en progression. On a atteint l'année dernière notre plus bas taux de décrochage scolaire en 10 ans, donc à 17,7. C'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut permettre à tous les élèves de réussir. Fait que oui, il y a des grands défis, mais en même temps, on s'améliore, on va vers l'avant. Notre personnel est en arrière de nous dans ce sens-là. Et puis, non, il ne faut pas regarder ça trop gros. Il faut avancer pas à pas puis faire en sorte qu'on s'améliore. Okay. C'est vraiment le but. 3 objectifs que vous vous êtes fixés, entre autres. Vos priorités, c'est quoi? Bien, les priorités, évidemment, c'est de faire réussir les jeunes, c'est d'avoir plus de jeunes qui vont vers la formation professionnelle. Il y aura besoin de beaucoup de gens de métier dans les futures années. Donc, il faut faire en sorte de démystifier un peu ce qu'est la formation professionnelle. C'est ce qu'on appelait le professionnel court avant, c'est ça? Très honnêtement, j'ai pas vécu ça. C'est difficile pour moi de vous le dire. Mais est-ce qu'on complète... Dans le fond, c'est les métiers. C'est ça, les métiers, Donc, il y a 2 diplômes pour les jeunes, le diplôme d'études secondaires
scolaire ou encore le diplôme d'études professionnelles. Donc, tout ce qui a trait électricien, esthéticienne et tous ces travaux-là, ces métiers-là. Et parfois, bien, il faut augmenter nos jeunes de moins de 20 ans dans ces métiers-là parce que parfois sont mal orientés, vont faire un tour vers le cégep, lâchent l'école, vont même faire un tour à l'université puis se rendent compte que ben c'est électricien qu'ils aimeraient être ou c'est encore plombier ou pompier. Alors, moi, je pense qu'il y a ça à faire, vraiment de bien orienter nos jeunes à la base puis démystifier par rapport aux parents aussi qu'un diplôme d'études professionnelles, c'est quelque chose qui peut t'amener... D'abord, c'est un premier diplôme. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer par la suite. Et puis, ça mène à un métier directement aussi. Le compte de taxe scolaire ne cesse d'augmenter. On coupe les services auprès des jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois être performant et un peu moins gourmand à la CSDL? Bien, au niveau de la taxe scolaire, c'est vrai, au bout du compte, que le compte, les gens payent plus. Sauf que dans les dernières années, c'est qu'on avait de la péréquation du gouvernement et le gouvernement a décidé de laisser tomber ces montants d'argent-là qu'il nous donnait. De 50 à 25 je pense. De 100 c'est 25. Il reste encore un 25 qu'on avait pour le compte de taxe cette année. Mais notre taux de taxe diminue d'année en année. Cette année, pour 14-15, à la commission scolaire, on n'a pas touché au service aux élèves. Donc, on offre le même service encore cette année parce qu'on a vendu des terrains à la ville et échangé des terrains, ce qui a fait qu'on était capable d'avoir un budget équilibré. Mais on a 10 millions à couper pour l'année prochaine. Austérité, austérité, austérité. Oui. Oui, malheureusement, parce que c'est la jeunesse qu'on prive. C'est la jeunesse et on s'en rend pas compte tout de suite. Mais dans 5 ans, 6 ans, lorsque les taux de diplomation vont sortir, c'est ce qui arrive avec le Québec. Alors, oui, c'est triste. Tout un défi pour vous et votre équipe? Un grand défi, mais je regarde ça quand même avec positivisme parce que malgré tout ça, le personnel est toujours là et toujours prêt à répondre, dans le fond, à faire réussir les gens. Merci, Louise, de votre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai avec moi la directrice générale de DIRA Laval, Francine Côté-Demers, pour nous parler un peu de l'organisme, qui est un organisme à but non lucratif. C'est ça. Et cet organisme-là, c'est voué à combattre l'abus, la violence et la négligence qu'on fait aux personnes âgées, en fait, les 50 ans et plus. Exactement. Et la maltraitance aussi. Alors, DIRA Laval, c'est un organisme qui existe depuis maintenant 12 ans. OK. Qui a été fondé par M. Fournier. Alors, notre objectif principal, DIRA, ça veut dire dénoncer, informer, référer et accompagner. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a des gens qui nous téléphonent chez DIRA Laval pour nous demander de l'aide, que ce soit au niveau d'abus financiers, que ce soit pour des problèmes de logement, que ce soit pour des problèmes gouvernementaux, pour des papiers à remplir. Alors, on a différents mandats. Et puis, tous ces mandats-là, quand on les a, on va sur place souvent pour les aider. C'est une de nos forces chez DIRA, c'est qu'on est le seul organisme qui va directement chez les personnes pour s'asseoir avec eux, parce que souvent, ils sont à mobilité réduite. Okay. Et puis, même, on les accompagne devant les tribunaux et tout ça, selon, dépendamment de la gravité de la situation. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, vous êtes venu pour nous parler plus spécifiquement d'un nouveau logo. Oui, exactement, oui. Qui va nous aider peut-être à que ça devienne plus universel, que les gens vous reconnaissent plus facilement. Exactement, partout. Exactement. Cette idée est venue en avril l'année dernière. On a, à Sherbrooke, on a un DIRA Estrie qu'on appelle. Et puis, ils faisaient le lancement de leur logo. Alors, moi, en tant que nouvelle présidente, j'ai eu un petit sursaut. J'ai dit, ça serait le fun si on n'aurait pas peut-être tous le même logo, parce qu'on est tous des entités différentes. Okay. Sauf que notre mission est toujours la même, sauf que ça varie de... Fait que c'est difficile de reconnaître un nom d'une ville à l'autre. Bien, c'est toujours DIRA, mais le logo, on n'avait pas vraiment de logo. C'est surtout le logo. C'est ça. Alors là, j'ai parlé avec le conseil d'administration. Je leur ai demandé si nous, on pourrait éventuellement travailler un projet pour que les DIRA deviennent à travers le Québec. Il y a un besoin criant en ce moment. J'en ai parlé à la ministre, que les personnes âgées ont... les ressources qu'ils ont à travers Laval, parce que Laval, c'est extraordinaire. On a un système qui est la police, l'urgence sociale. En tout cas, on a vraiment un système très, très bien performant à ce niveau-là. Les gens vous connaissent bien à Laval, les ressources savent... Oui. Okay, puis on travaille avec les services sociaux, les travailleurs sociaux. Alors là-dessus, à Laval, on sait vraiment où diriger nos gens. C'est le public, dans le fond, qui sait moins.
Oui, c'est ça. Ça, c'est notre travail à nous, d'aller faire des conférences et de faire ce qu'on a à faire pour promouvoir, dans le fond, de notre organisme. Ce qu'on fait déjà, mais il faut continuer à le faire. Moi, je dis toujours, les gens, quand ils me disent « Ah, ben moi, j'ai jamais entendu parler de ça », mais souvent, je dis... C'est comme quelqu'un qui est malade, puis qui a le diabète, puis que, ou mettons, quelque chose que n'a jamais eu besoin d'aller. Oui. Il va aller voir un médecin. C'est ça. Puis là, tout d'un coup, il va s'informer. Là, peut-être que j'aurais des ressources pour m'aider. C'est ça. Alors là, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de nos services comme organisme, souvent, ne va pas dire « Ah, c'est quoi ça? » Ils ne vont pas porter attention. Alors, c'est sûr, naturellement, quand ils viennent chez nous, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est de là que, quand moi, j'ai rencontré la ministre, j'ai discuté avec elle, moi, je trouve qu'il y a un besoin criant à travers le Québec, à part la ligne 1-800 Aide abus aînés, qui est une ligne, malheureusement, qui est téléphonique. C'est bien quand même, sauf qu'ils n'accompagnent pas et du début à la fin. C'est ça. Vous, là, il y a une différence. Il y a la ligne téléphonique qui existe déjà, et vous, dans le fond, c'est plus complexe. Ça. Oui. Nous, les gens appellent, on va chez eux, on va les rencontrer, on ouvre un dossier, puis on va les accompagner du début à la fin. Alors ça, pour les personnes âgées qui sont vulnérables, souvent, que ce soit des abus financiers, des abus physiques ou des abus, écoute, il y en a, là. Nous, on est formés et on a les ressources pour les aider. Alors, à ce moment-là, ils se sentent en confiance, puis c'est très important pour eux. C'est quoi le service principal ou la demande la plus forte qu'on vous fait? Moi, j'ai remarqué que depuis 1 an et demi ou 2, là, c'est les abus financiers. Avec la fraude, Internet et des choses comme ça? Les téléphones? C'est souvent de la famille. De la famille? Oui. Oh là là, il faut être méfiant. Hein? Ça, je trouve que depuis 1 an, on en a de plus en plus. Puis, malheureusement, je crois que ça va augmenter de plus en plus. Alors, on fait des conférences, on va dans les résidences, on essaie de leur montrer les signes avant-coureurs. Souvent, les gens le savent, mais ils ont une certaine honte à dénoncer parce que c'est leur famille, c'est leurs enfants, c'est leurs petits-enfants. Puis de dire, non, je peux pas faire ça parce qu'il y a toujours des conséquences, naturellement, à ça. Alors, et ça, c'est un service qui est gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est confidentiel. Et puis, on peut s'informer à quel endroit? Vous pouvez téléphoner au 450-681-8813. Et puis, on a toujours notre site Internet aussi qui est disponible. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et très important. Parfait. Merci beaucoup, Nancy. Au revoir. Merci. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans les locaux du 96.9. C'est quoi? On s'en vient rencontrer Pierre-Yves Laure, qu'on appelle la plupart du temps PY, qui anime Radio PY depuis la fin de l'été. Le samedi-dimanche de 11h à 16h. On s'en va y jeter un coup d'œil. PY, merci d'avoir accepté mon invitation, mon cher. Plaisir, collègue. Je t'ai donné rendez-vous justement au 96.9. C'est quoi? Tu viens à peine de terminer ton show. Si tu veux vendre justement la formule Radio PY le week-end à ceux qui connaissent pas encore ça, tu vas le décrire comment? C'est un show biblique. C'est principalement la parole de Dieu. En fait, je suis même pas là. Je reste dans le char. Dieu parle aux auditeurs. Non, c'est un show qui est... en fait, je dirais que c'est un show qui me ressemble. Ça se prend pas au sérieux. Peut-être un univers un peu déjanté, mais ce qui est sérieux, ce sont les demandes spéciales. Nous, à C'est quoi, il y a une tradition de demande spéciale, puis de l'auditeur qui peut parler en ondes, puis choisir dans notre voûte musicale. Tu sais, on n'avait pas envie de jouer avec ça, mais pour ce qui est du reste, c'est vraiment de jouer avec les auditeurs au téléphone. On jase, les appels, la messagerie texte. C'est ça, Radio PY. C'est un show de fin de semaine qui est relax et heureux. C'est ce que j'aime. T'es pas seul avec les interventions que tu fais avec les auditeurs. On dirait que c'est un show de groupe. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est ma façon de faire de la radio. Je vois pas comment je pourrais faire de la radio sans connecter avec les gens qui la font vivre, puis les gens qui l'écoutent. Alors, c'est toujours de cette façon-là que j'ai abordé le métier. D'autres ont d'autres façons, puis c'est correct. Mais moi, j'ai envie de m'amuser avec les gens qui sont à l'écoute, puis je pense qu'on le fait bien. Ben oui. Et quand on fait des demandes spéciales, la toune qui te fait allumer toi de ton côté, ou tu vas grimper le son dans le tapis en studio? Ah, il y en a plein. Tu sais, des fois, des tunes d'Aerosmith des années 80, des années 90. Il y a des tunes que je trouve qui ont bien vieilli. C'est sûr que du Metallica, du Nirvana, puis des tunes des années 90 de ma période adolescente, ça vient jouer dans les tripes, tu sais. Ça vient jouer dans les tripes. Fait que les trentenaires et les quarantenaires se reconnaissent peut-être là-dedans. Pour ce qui est des nouveautés, une chanson comme Osier avec Take Me to Church. Merci. Merci au balcon. Ouais, c'est ça. Je trouve ça audacieux de la part de C'est quoi d'embarquer sur des chansons qui sont peut-être un peu plus sombres, un peu moins accessibles.
mais qui plaisent vraiment à l'auditoire. Tu sais, on a été les premiers au Canada à embarquer cette chanson-là, puis c'est un hit maintenant d'un océan à l'autre. Moi, je trouve que tu es un gars tellement relax, tellement détendu. Qu'est-ce qui te stresse dans la vie? Qu'est-ce qui me stresse? J'en ai jamais eu, mais un sabot de Denver, ça me stresserait. Honnêtement, je verrais un sabot de Denver sur mon char, je serais peut-être un peu moins zen. Okay. Qu'est-ce qui me stresse? Je suis détendu, je pense. Mais, tu sais, avant d'entrer en onde, j'aime quand même arriver prêt. Tu sais, des fois, je peux avoir l'air un peu déconstruit dans ma façon d'amener les choses, mais il y a quand même une préparation derrière ça. J'aime bien l'improvisation planifiée. Fait que, tu sais, la préparation puis la planification d'une émission, ça peut me tendre un peu. Mais une fois rendu en onde, c'est là que je m'éclate puis que je laisse aller mon fou. Mais en même temps, c'est sûr que tu es un gars très préparé. Tu as tellement un horaire de vie. Tu fais de la télé, tu fais de la radio. Là, tu vas faire même une tournée de spectacle. Tu restes à Québec. Comment tu réussis à combiner tout ça, trouver un peu de temps pour toi là-dedans? C'est une bonne question. Je m'entraîne. Tu vois, je m'en vais m'entraîner tantôt. Je joue au hockey. Le sport a beaucoup d'importance dans ma vie. J'ai besoin de suer au moins 3-4 fois dans une semaine pour garder le cap. Sinon, tu sais, juste de vivre des beaux moments en famille, d'être avec mes enfants. Là, tu vois, je commence à jouer aux jeux vidéo avec le petit Édouard. La petite Olivia, 2 ans, on fait des casse-têtes, on s'amuse. Ça, c'est des moments qui sont pour moi très ressourçants. Puis pour le reste, je pense que c'est de l'organisation. Je trouve que maintenant, avec des outils comme un iPhone où tu peux avoir ton calendrier partagé avec mon agente, avec les gens avec qui je travaille, c'est plus facile pour moi, personnellement, de répondre à mes engagements que dans le temps avec l'agenda. Il fallait tourner des pages, tout c'était tough. Justement, je voulais te parler aussi, en te recevant, de Dieu merci, la tournée. C'est toi qui es l'animateur de ça. Comment ça s'est présenté à toi, d'être l'animateur? Je te dirais que, en fait, c'est produit par Faneuf, qui est la boîte qui me représente et qui me gère, qui est une compagnie qui gère des artistes et qui produit des spectacles aussi. Alors, ils m'ont demandé tout simplement si ça me tentait de me joindre à eux pour cette tournée-là, puis j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Moi, je tripe sur l'impro, j'aime être sur scène, mais en même temps, je suis pas un humoriste, j'ai rien à offrir, fait que je trouve que c'est une belle opportunité pour moi que de vivre la vie de tournée tout en ayant un rôle de maître de cérémonie, puis en n'ayant pas le poids du show sur mes épaules. Je trouve que je suis choyé de pouvoir travailler dans ces fonctions-là. Tu seras le 11 décembre à la salle André-Mathieu à Laval. Qui seront les invités pour la soirée? Dominique Sion de Dominique et Martin, Mariana Mazza, une jeune étoile montante de l'humour, et Mario Lirette, qui est un vétéran. Mario qui fait de la radio, qui a commencé à en faire avant que la radio existe. Mario faisait de la radio à vapeur. Fait que ça va être le fun. Mario est super habile en improvisation. Mariana est très décapante. Puis Sion, il a une botte slack. Il est complètement cinglé, là. C'est la même formule un peu que l'émission, bien sûr, pour que les gens se retrouvent, mais est-ce que c'est des sketchs différents de ville en ville ou la même formule, mais avec des gens différents? Oui, même formule, des comédiens maison que vous avez déjà vus, mais il y a une portion interactive aussi où le public est appelé avec des cartons à choisir les sketchs. Alors nous, on a des décors qui sont mobiles, si tu veux, qu'on peut retravailler sur le champ. Alors, le public sait à quoi s'attendre, en fait, ne sait pas. Puis les comédiens maison sont en arrière, puis attendent que le public fasse son choix, sont en bobette. Puis une fois que le public a fait son choix, ils vont revêtir les costumes dont ils ont besoin pour les sketchs. C'est vraiment interactif, c'est vraiment cool. C'est aussi interactif que vidéo, oui. Merci, B.Y. Je suis pas sûr. D'après moi, je ne crois pas. Yes. Merci, B.Y. Bon spectacle et bonne radio. Ah, c'est gentil. Salut. Bonne radio à tous. Merci. Irréversible, je ne vois plus le visible, la fusion des insensibles, l'absolution. Aujourd'hui, pour la chronique Arrêt Spectacle, je reçois Christian Marc et je suis vraiment contente de te recevoir. Bonjour. Allô, Nancy. On s'est déjà rencontrés en 2012. Oui. Tu avais déjà lancé un premier album. Oui. Mais qu'on entendait un peu moins parler, ça commençait, on les te connaissait un peu tournaient à la moins. radio, exact. Et Il y a puis, en fait, les radios m'ont adopté assez rapidement. Dès ma première chanson, Je t'aime encore. Après ça, ça n'a jamais arrêté. Donc, mes chansons sont plus connues que mon visage encore aujourd'hui, mais ça, c'est quand même en train de se régler. Et puis, là, il y a eu un gros cheminement depuis. Ah oui. Là, on est rendu au deuxième album. Deuxième album, Irréversible, que j'ai sorti en mars de cette année. Puis le lancement, il y avait plus de 800 personnes au La Tulipe. Je sentais vraiment, je le sens, là, que ça c'est en train de grandir.
Le fanbase est en train de grandir. Les radios m'adoptent de plus en plus. La télé m'invite plus souvent. Merci de me recevoir, d'ailleurs. Je suis content. Ça fait plaisir. Celle qu'on reconnaît le plus ces temps-ci, c'est La plus belle chose qui soit, qui joue beaucoup. Et là, tu es mieux placé que moi, même pour le dire, au niveau du palmarès, parce que tu es animateur radio, en plus, au 103.3. Oui, c'est vrai, j'anime à la radio. Alors là, ça roule au palmarès depuis plus de 21 semaines. Bien, c'est tellement drôle, parce que moi, c'était mon single d'été. J'ai lancé ça au mois de mai-juin. Okay. Ça a tellement pris de temps à embarquer que là, la chanson là, est numéro 1 là, mais on est le mois de novembre. Fait que même moi, j'avais prévu de lancer une autre chanson. Puis là, je me suis retenu. Ce qui a donné... en fait, ça a bien donné parce que Mario Pelcha m'a invité avec ma blonde, Manon Séguin, à chanter sur un album qui s'appelle « On a tous quelque chose de Sweet People ». Puis il voulait absolument lancer notre duo à la radio. Je dis, ben écoute, Mario, ça tombe bien parce que je lance pas d'extrait radio cet automne, fait que vas-y. Fait qu'il était super content. Donc, j'ai La plus belle chose qui soit, qui continue de monter quand même ou elle reste dans les sommets de palmarès, puis je touche du bois. Mais il y a aussi la chanson, c'est-à-dire « Et j'ai le mal de toi » que Manon Séguin et moi, on interprète sur cet album-là. Oui, c'est magnifique. Oui, bien merci, t'es fine. C'est un privilège pour nous autres parce que sur cet album-là, il y a René Martel, Paul Darèche, Laurent Jalbert, Patrick Normand, que t'aimes beaucoup. Oui! C'est un privilège. C'est la première fois que je me fais inviter sur un collectif comme ça d'albums, puis je suis bien content. Parce que là, ça va bien. Nous, toi, tu es connu du milieu de la musique depuis longtemps. Ça fait 20 ans au moins là, que tu roules là-dedans. 20 ans, j'ai accompagné beaucoup de monde. Oui, tu as accompagné beaucoup d'artistes. Tu as écrit pour Cindy Daniel. Oui. Marie-Chantal Toupin. Il y en a plusieurs autres. Plein. Marc Hervieux. J'ai écrit pour des films. J'ai accompagné au piano, sur album ou sur scène. J'ai joué sur une cinquantaine d'albums. Donc, tu vois, de Mario Pelcha à Danny Bédard, à Sylvain Cossette, à France d'amour, en tant que pianiste aussi, comme pianiste, exactement. Comme pianiste. Tu as fait ton premier album et tu as fait Crocodile Rock, qui était... aux États-Unis, qui était une grosse production québécoise. Moi, j'étais le chanteur de ce spectacle-là. Il y avait 8 danseuses acrobates, 8 musiciens. On a vu 75 000 spectateurs. Maintenant, récemment, c'est Juste pour rire qui le produisait. Et puis maintenant, j'ai mis fin à ce spectacle-là parce que j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Okay. Je trouve qu'on a fait le tour avec cette affaire-là, mais j'ai vécu des affaires, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je ne les nommerai pas toutes, parce qu'on va se concentrer sur ce que tu fais maintenant. Oui. Parce que là aussi, tu as des belles collaborations. Tu travailles surtout avec Mario Pelcha. Beaucoup. Qui la tournée commence en janvier. Oui, je suis son pianiste, donc je fais sa première partie. Et puis, son dernier extrait radio qui s'appelle « La traversée », c'est moi qui l'ai écrit, c'est-à-dire j'ai écrit la musique, la mélodie. J'ai envoyé ça à mon ami Nelson Mainville qui a mis les paroles là-dessus. Quand je l'ai envoyé à Mario Pelcha, il m'a dit « Écoute, Christian Marc, je les ai toutes les chansons pour mon album, tu m'envoies ça un petit peu trop tard. » Je dis « Non, je te dis que t'as vu cette chanson-là. » Puis effectivement, il l'a ajouté à son album. Et en plus, c'est l'extrait radio ces temps-ci. Donc moi, je suis comme « Aïe, aïe, aïe. » Fait que c'est le fun parce qu'on a déjà commencé à faire de la promo puis des spectacles. Puis dans son spectacle, il fait la traversée, il explique aux gens que c'est moi qui l'ai écrit, puis il me demande de la chanter aux gens comme la maquette que je lui ai envoyée. Okay. J'imitais un peu sa voix, puis je lui mets toutes les chances de mon côté pour qu'il apprenne sur son album. Donc là, les gens, c'est sûr que ça fait un petit moment le fun dans le spectacle. C'est vrai que tu imites bien. Je me souviens, tu avais fait plusieurs imitations. Est-ce que tu fais ça des fois en spectacle ou... Oui, souvent. Même dans mes spectacles, à moi, les gens me crient « La traversée, la traversée ». Fait que je le fais comme avec ma voix, puis des fois, peut-être pendant 15-20 secondes, je prends la voix de Mario Pelcha, puis là, les gens aiment ça. Parce que tu imites Tom Jones, tu imites Bryan Adams, Garou. Moi, j'en fais quelques-uns, mais je suis pas imitateur, c'est vraiment juste pour le fun. C'est pas loin. Mais j'aime ça, c'est drôle. Tu fais d'autres collaborations aussi. Tu as travaillé avec Jean-François Brault. Oui, une belle chanson qui s'appelle « Les derniers amoureux de la Terre ». C'est un drôle de contexte, là. Un contexte triste, parce que Jean-François et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Nos horaires ne marchaient pas ensemble. Un moment donné, il me dit « Hey, la semaine prochaine, mercredi, tu t'en viens chez moi, on écrit une chanson pour ton prochain album. » Je dis « Parfait. » Et puis la veille, au soir, il m'appelle, il me dit « Écoute, le frère de Marie-Ève, il est mourant, il est à l'hôpital. On peut pas se voir. » Je dis, bon, OK, je m'excuse. Puis sincèrement, je vous souhaite que tout se passe bien. Là. Le lendemain matin, il m'appelle, il dit, écoute, tout le monde est à l'hôpital, je sais pas quoi faire. Viens donc chez nous, ça va me changer d'idée. Je suis allé chez lui, puis on a écrit cette chanson-là. Wow. Je l'explique dans mes spectacles, puis les gens, ça... Ça devient touchant, là. Bien, quand on comprend, il y a tout le temps une histoire en arrière de chaque chanson, mais une histoire d'une collaboration comme ça, quand les planètes se placent pour faire une chanson comme ça. Une chanson, ça meurt jamais. C'est un héritage, c'est un bébé. Donc, d'une situation bien triste est née cette chanson-là. Fait qu'il y a quelque chose de spirituellement réconfortant là-dedans, je trouve. Là. Puis ton album, je pense que tu disais qu'il représente un peu justement toi, ton passé, le présent, un peu le futur aussi. Oui. Fait que c'est vraiment toi. Complètement moi. Puis c'est ça, le premier volet de l'album, c'est vraiment des chansons très pop,
très hop la vie, de bonne humeur. Présentement, c'est comment je me sens. Le deuxième volet de l'album, c'est des chansons, c'est par où je suis passé pour arriver là. OK. C'est des chansons plus personnelles, introspectives. Entre autres, il y a une chanson qui s'appelle La Neige, qui est très, très, très spéciale. Pour les gens qui l'écoutent, j'ai reçu beaucoup de courriels. Et puis le dernier segment de l'album, c'est Où je m'en vais. C'est vraiment plus pop. Pas de dance, mais vraiment des chansons rythmées, plus audacieuses. On entend vraiment les 3 tableaux sur l'album Irréversible. Et là, dans le coin, on ne peut pas te voir tout de suite. Ça va être au mois de mars seulement, à Sainte-Thérèse. On peut te voir le 28 à l'église Sacré-Cœur de Sainte-Thérèse. Aussi le 7 mars au Moulinet à Terrebonne. Oui. Fait que ça, c'est les plus proches. Avant la tournée de Mario Pelcha, il y a ceux-là pour toi. Exactement. Puis les gens peuvent me voir en première partie de Mario Pelcha aussi. OK. Et sur scène avec lui au piano. Mais moi, j'invite les gens à aller lire ta biographie sur ton site parce que tu as vraiment fait tellement de choses que c'est intéressant de te connaître mieux que ce qu'on connaît présentement. J'ai un parcours différent de bien des gens. Je gagne bien ma vie dans la musique. Je suis même pas gêné de le dire. Je trouve qu'on apprécie encore plus tes chansons dans ce temps-là, savoir ton parcours. C'est bien gentil. Merci d'avoir été ici, Christian Marc. Venez, les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes, aux sportifs de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. Il est coordonnateur de l'opération Nez Rouge pour Laval-Basse-Laurentide. Il s'agit de Louis-Philippe Lemay. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci. C'est une 29e saison pour nous, mais c'est une 31e saison pour Opération Nez Rouge. Ça commençait en novembre 1984, c'est ça? Novembre 1984, exactement, une initiative de Jean-Marie Deconinck. Comment ça se déroule ici à Laval et Basse-Laurentide? Nous, ici, Laval-Basse-Laurentide, on est la 3e plus grosse région au Québec. On couvre 12 municipalités, là, de Laval au complet, jusqu'à Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Jérôme. On commence du 5 au 31 décembre. Nous, on est une des seules opérations au Québec, au Canada, qui sont ouvertes tous les soirs, donc du lundi au lundi, de 19h à 3h du matin. Parce que le territoire est immense aussi à couvrir. Exactement. Donc, les Basses-Laurentides, Laval, c'est un très grand territoire. Donc, de 9h, de 19h à 3h du matin. À 3h du matin, on prend les appels. Oui. Donc, parfois, là, ça continue exactement. Un petit peu plus tard pour les raccompagner. Et là, au moment où cette émission-là est diffusée, vous êtes en recrutement de bénévoles? Oui, exactement. Aujourd'hui, dimanche, le 30 novembre, nous sommes en recrutement au Cosmodome, qui va être notre nouvelle centrale de coordination de bénévoles, et à la place Rosemère, à Rosemère. Alors, si je veux être bénévole cette année, ça me prend quoi? D'abord un char, peut-être? En fait, c'est pas nécessaire. Il y a 2 types de bénévoles. Il y a les bénévoles routiers qui partent sur la route, puis il y a les bénévoles à l'interne qui s'occupent. Là. Les gens ne réalisent pas souvent, mais il y a beaucoup de secteurs à l'interne à la centrale de coordination. Les téléphonistes qui prennent les appels, les gens à la répartition qui, entre guillemets, le dispatchent les appels par la suite. On nourrit nos bénévoles, donc on a un secteur de l'alimentation. Il y a beaucoup de travail à l'interne. Pour être bénévole, 18 ans si on va sur la route, 18 ans, 21 ans si on conduit une voiture. À l'interne, 16 ans. Puis ça vous en prend combien? Ça nous en prend combien? On en a toujours besoin. On en a environ 3000 dans la saison qui vient. Donc, on vise toujours le 3000. On espère en avoir 3500, 4000. Bon, on parle quand même d'un 30e anniversaire pour Opération Nez Rouge. C'est que au moins 2 générations ont grandi avec le message de ne pas prendre le volant et de boire en même temps, ou en tout cas de boire et de prendre le volant ensuite. Il me semble que les jeunes ne comprennent pas toujours ce message-là. Qu'est-ce que vous tentez de faire avec Opération Nez Rouge, justement pour sensibiliser ce public-là, ces jeunes-là? Bien, en fait, nous, on veut les sensibiliser à une consommation responsable, mais avec une approche non moralisatrice. Donc, nous, on n'est pas là pour être les moralisateurs de la chose, là, puis leur dire que c'est pas bien. Nous, on les raccompagne. On veut qu'il y ait du plaisir. On les raccompagne. C'est sûr qu'on se promène au niveau des jeunes, les jeunes 18-24 ans. On fait une tournée au mois de novembre, mois de décembre, dans les centres professionnels, les cégeps, les universités. Ça s'appelle la tournée Partez sans déraper. Puis on est là pour les sensibiliser à la consommation responsable. Peut-être juste le dire, puis je pense que c'est important, puis je l'ai fait à mes jeunes à la maison, là, parce qu'on est concernés, nous autres, on est justement dans le territoire Basse-Laurentide. Il y a l'application Opération Nez Rouge.
Oui, il y a l'application Opération Nez Rouge sur les téléphones intelligents. Donc, j'imagine la majorité des jeunes sont sur le téléphone intelligent. Maintenant, depuis l'an dernier, le temps d'attente de notre région, parce qu'on est une des grandes régions, va être disponible sur l'application. Donc, vous allez sur l'application, vous allez avoir directement le numéro de téléphone de la région, parce que c'est pas toujours le même numéro de téléphone, et le temps d'attente pour la région Laval-Basse-Laurentide. Puis si on prend un verre, on peut aussi avoir un conducteur désigné. Hein? Aussi. Déjà ça. Puis pas attendre à 3h moins 5 pour appeler Opération Nez Rouge, quelquefois juste prévoir un peu avant, n'est-ce pas? C'est vrai, je le dis, puis... Exactement. Des fois, les gens nous disent c'est long quand on appelle chez Opération Nez Rouge. Il faut comprendre que ça dépend de plusieurs facteurs. Le nombre de bénévoles, la température le soir même, les bénévoles à l'interne. Si on n'a pas assez de bénévoles pour faire tous les raccompagnements, évidemment, le temps d'attente va être un petit peu plus long, mais généralement, là, c'est assez rapide. Alors, en chiffres, Opération Nez Rouge, c'est 56 000 bénévoles sans Opération Nez Rouge à travers le Canada. Il y en a 61 au Québec. D'autres chiffres moins reluisants, ceux-là, vous allez me permettre de les mentionner. Les collisions de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes de 16 à 25 ans et l'alcool ou la drogue sont en cause dans 55 % des cas. Parce qu'on parle d'alcool, mais il y a aussi des substances autres qu'on peut prendre au volant qui peuvent causer des facultés affaiblies, n'est-ce pas? Exactement. Puis c'est important de comprendre aussi, Opération Nez Rouge, nous, on ne vous raccompagne pas seulement si vous avez pris un verre ou deux de trop. Vraiment, si vous n'êtes pas en état de conduire, ça peut être la fatigue, ça peut être les drogues, on ne le souhaite pas. Mais dans tous ces aspects-là, nous, on vous raccompagne si vous n'êtes pas en état de conduire. On ne parle pas nécessairement d'alcool. Et parlez-moi de la courbe de raccompagnement. Est-ce qu'elle baisse ou elle augmente d'année en année avec Opération Nez Rouge? Depuis plusieurs années, c'est assez stable, je vous dirais, mais ça l'augmente, ça tend à augmenter. C'est sûr que cette année, normalement, l'opération commence fin novembre. Cette année, on commence 5 décembre, donc on a une semaine de moins. On va voir qu'est-ce qui va en être là, au niveau de l'accompagnement. Bon, alors le service de raccompagnement Nez Rouge, Nez Rouge, on prend le numéro de téléphone en note, 1-866 Desjardins, ou pour la région, le 450-664-4314. Est-ce qu'on appelle aussi à ce numéro pour avoir si on veut être bénévole? Si vous voulez être bénévole, il y a un numéro, le numéro de la ligne Info Bénévole. Donc, toutes les informations, où se trouve la centrale, à quelle heure se présenter, va être disponible. Le numéro de la ligne Info Bénévole pour la région, c'est le 514-312-3224. Merci les Rouges. Merci Louis-Philippe. Merci. Puis bonne saison, en espérant que vous allez avoir beaucoup de raccompagnement parce qu'on veut sauver des vies. Merci. Exact. Merci. J'ai avec moi Jean-Philippe Leroux qui vient nous aider à faire le bon choix pour l'achat d'une tablette. Bonjour Jean-Philippe. Salut Nancy, enchanté. Alors là, tu as fait des recherches pour un peu savoir là, comment on doit choisir une bonne tablette parce que là, Noël s'en vient, c'est le cadeau par excellence, c'est sûr. Là. La seule chose que je me dis, c'est que le Père Noël doit avoir un sacré budget parce que ça peut être assez dispendieux, merci, mais le choix est de plus en plus grand. C'est très vaste et justement, c'est même pas évident à faire le choix, le budget qu'on a versus ce qu'on compte en faire de notre tablette. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour toi? Alors là, il y a toute une gestion. Parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes qualités, dans le fond. Là. Chaque tablette a ses caractéristiques. Dépend aussi peut-être du cellulaire que vous avez. J'ai pensé à ça tantôt parce que je me disais... Coordonnées, voilà, les données. Et les habitudes qu'on a. Si on est avec Apple et qu'on achète une tablette sous Android, là, on va être perdu au départ un peu. Ça sera pas évident. Alors souvent, je pense qu'on va être tenté. Là, pour la plupart, on possède un téléphone intelligent maintenant. On va tenter d'y aller avec la même compagnie, sous la même plateforme que le téléphone que l'on possède, en tout cas. Dans le fond, là, ça serait quoi les moyens, dans le fond, de quelle façon on l'utilise? C'est comme moi, mettons, la plupart des gens, c'est Internet, les applications, les courriels, puis les jeux. Ça, c'est les gens standards là, qui achètent une tablette. Tout part de là. Tout part de là. Mais en même temps, il y en a qui vont avoir leur préférence parce que ça va être pour un outil qui va se distinguer des autres. C'est-à-dire, je sais pas, c'est peut-être pour... Moi, je pense, entre autres, dans les médias, c'est pour servir, là, si j'en avais une devant moi, là, ça serait mes notes. Alors, ça serait pour ma recherche et pouvoir en faire la lecture. Justement, la lecture, je me souviens d'avoir jasé avec quelques collègues féminines qui me disaient que c'était parfait pour lire leurs livres et pour rentrer facilement dans leur sac à main. Alors, à ce moment-là, peut-être que l'iPad mini sera un bon choix parce que c'est encore Apple qui se distingue vraiment dans le milieu des tablettes. C'est le plus gros vendeur. C'est le plus gros vendeur, mais en même temps, c'est que c'est le plus connu, mais c'est le plus
dispendieux aussi. Alors, tout part de là. Qu'est-ce que tu nous conseilles, là, selon les différents besoins? Bon, allons-y avec Apple, comme je dis, parce que c'est ce qui se démarque. Alors, le plus récent modèle, c'est l'iPad Air 2. Alors, ça, c'est le numéro 1 actuellement pour les tablettes. Ça va, par exemple, les prix, là, c'est assez faramineux, de 550 à 900 $. Ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais tout part aussi de les gigaoctets, la capacité de stockage de votre tablette. Il y a une bonne mémoire. Il y a une très bonne mémoire. Ah, écoute, à 900 $, tu as 128 gigs. Il y a de la place en masse là-dessus. Mais peut-être pas obligé d'aller dans ce montant-là. Alors, l'iPad Air 2 ou sinon l'iPad Mini 3, que je conseille même presque davantage finalement, parce que justement un peu moins cher et parce qu'il se traîne facilement, un peu partout. Voilà. Et c'est parfait aussi pour non seulement lire, mais taper à deux mains. Alors, ça se tient très bien, la Mini. Un peu comme le iPhone 6 Plus. Et voilà, on peut faire une référence. Puis là, tu m'amènes sur un point. Si on a un grand téléphone intelligent, on possède déjà un ordinateur à la maison et on fait presque tout avec ça. Est-ce que la tablette, à ce moment-là, est appropriée comme achat? Est-ce que ça va vraiment... est-ce que ça va vraiment vous servir? C'est un gros jouet de luxe, selon moi, en fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres marques qui peuvent servir autre chose? On connaît bien, dans le fond, le Apple. Ouais. Puis, dans les autres marques, quelles sont les plus recommandées? On peut encore là avoir des tablettes sur les plateformes Android et Microsoft. Attendez-vous à peu près à un budget entre 420 et 530 $. Moi, le modèle que j'affectionne davantage, honnêtement, là, et encore là, c'est peut-être parce que je suis avec Samsung et Android pour mon téléphone cellulaire, c'est les tablettes Tab et Note. Et c'est vraiment intéressant. Meilleur choix qualité-prix. C'est le modèle qui viendrait en deuxième après le iPad. Dans le fond, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités que l'Apple. Oui, c'est sûr que c'est la même chose. La qualité d'image est là, les fonctions sont là. On va sauver un peu au niveau du prix. Voilà, c'est tout aussi fiable selon moi. Et les applications, t'en as autant avec Android qu'avec Apple. Alors rendez-vous en magasin et essayez-les. Si on veut parler de critères d'achat, avant d'en faire l'achat, essayez de voir si le clavier répond bien à vos doigts. C'est drôle à dire. Et ce qu'on est capable de ce qu'on est habitué de faire. Tu sais, on va en magasin, dis-moi, normalement, je joue ou je vais sur tel site, puis je vais essayer de voir si ça fonctionne bien. Admettons que tu fais juste aller sur YouTube, regarder des vidéos. Là, si c'est pour ton jeune, ça vaut pas la peine de t'acheter la meilleure des tablettes et de payer un montant fou. Peut-être un petit conseil. Là, je veux terminer avec les points à considérer, c'est-à-dire la grosseur de vos doigts, quelle utilisation vous en faites, on en parlait tantôt, la capacité de stockage, probablement que 32 GB, ça va être suffisant. Pas besoin de 64 ou 100 ou 128. Est-ce qu'elle est trop lourde si on la tient à deux mains? Est-ce qu'à un moment donné, on se fatigue après 1 ou 2 minutes? Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une grande tablette à ce moment-là. Dans le fond, avant d'arriver en magasin, c'est de savoir c'est quoi nos besoins. Puis quand on arrive avec le vendeur, dire moi, je m'en sers pour telle chose. Puis avec ça, c'est la meilleure façon, dans le fond, de faire un choix. Parce qu'on peut avoir différents prix, différents modèles. Les essayer. Pas arrêter son choix directement parce que j'ai vu l'annonce ou mon collègue a ça, c'est celle-là. Vraiment aller les essayer. Petit conseil peut-être en terminant, les tablettes à moins de 150 $, si c'est des noms peu connus, ça vous dit rien comme compagnie. Je ne sais pas si j'en ferai l'achat. Peut-être si c'est pour une utilisation à court terme, c'est-à-dire que pour votre enfant, s'il va peut-être l'échapper ou si vous ne comptez pas la garder longtemps, c'est parfait pour une première tablette. Mais en bas de ça... En tout cas, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, bonne fête à toi aussi. Merci, bon magasinage peut-être de tablettes, on ne sait pas. Merci. Salut. L'entrepreneuriat au féminin ne cesse de croître au Québec, mais il y a un mais. Et pour nous en parler, nous avons l'ex-députée de Sainte-Rose et collaboratrice régulière à la Voix des compagnies, Suzanne Proulx. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Éric. C'est quoi le mais par rapport à l'entrepreneuriat féminin? En fait, il y a plusieurs mais. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, il y a à peu près 30 des femmes qui sont entrepreneurs. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ces femmes-là, à un moment donné, stagnent dans la croissance de leurs entreprises. On voit beaucoup de femmes chefs de petites entreprises qui pourraient même s'apparenter à du travail autonome. Et les femmes sont beaucoup plus présentes dans les entreprises de services, vont moins avoir tendance à démarrer des entreprises de nature manufacturière, industrielle ou alors plus technologique. Donc, c'est sûr que quand on est dans des entreprises de services, il y a moins d'accès au financement. Parce que vous savez que les bailleurs de fonds, les banques, tous ceux qui prêtent de l'argent vont avoir tendance à investir dans des entreprises où ils vont pouvoir y avoir un investissement soit en équipement,
en machinerie, en technologie, pour éventuellement, si ça ne fonctionne pas, être en mesure de récupérer. Donc, c'est une garantie, dans le fond. C'est un peu une garantie. Donc, l'accès au financement, c'est un des premiers obstacles auxquels sont confrontées les femmes. Mais c'est pas une problématique sexiste à ce moment-là. C'est vraiment une problématique de type d'entreprise, non? Je dirais que c'est une problématique peut-être pas sexiste, mais systémique. Donc, c'est pas étranger au fait qu'elles sont des femmes. Mais ce n'est pas dans l'optique là, de dire parce qu'elles sont des femmes, on ne financera pas leurs entreprises, mais c'est systémique, c'est-à-dire quand on regarde le type d'entreprise vers lesquelles les femmes sont attirées. OK. Dites-moi, 2 personnes, un gars et une fille ont le même genre d'entreprise, ils arrivent à ce point où ils doivent soit rester là, peut-être même reculer ou avancer. Est-ce que, plus souvent qu'autrement, l'homme va avoir son financement et pas la femme, c'est ça? Ça arrive, tout à fait, ça arrive. C'est un des obstacles vraiment documentés, l'accès au financement. Il y a aussi le fait, il y a des traits, je vous dirais, plus féminins que masculins. Les femmes vont moins risquer, vont avoir tendance à moins risquer. Donc, vont peut-être être un peu moins fonceuses, ce qui fait qu'elles pourraient manquer certaines opportunités d'affaires. Mais à l'inverse, ce trait caractéristique des femmes d'être un peu plus prudentes fait en sorte que le jour où elles prennent des risques, ces risques-là sont beaucoup plus calculés. Et quand on regarde le taux de survie des entreprises, féminines ou masculines, on constate qu'une entreprise créée par une femme a un meilleur taux de survie qu'une entreprise créée par un homme. OK. Là, on a vu la problématique, on identifie les problèmes. On fait quoi pour aider les femmes? Bien, écoutez, moi, je pense qu'il faudrait commencer à la base. Il faut commencer à sensibiliser les jeunes et à mieux les informer. Vous savez, on a une grande lacune au Québec et c'est tout ce qui est éducation économique, tout ce qui est ce qu'on appelle la littératie financière. Pouvoir permettre dans les écoles, dès le plus jeune âge, de démystifier et d'être sensibilisé à ce que c'est que l'économie, ce que c'est qu'une entreprise. À la limite, je dirais même notre rapport à l'argent. Vous savez, nous, les Québécois, là, notre rapport à l'argent, on a un peu de misère avec ça, et les femmes encore plus. Là, vous êtes rendue directrice générale de quoi? Ou je sais, des jeunes entreprises du Québec. Bon, ben donc, vous êtes tout à fait dans votre créneau, là. Tout à fait, tout à fait. Je suis en plein dedans et je suis à même de constater ce grand besoin de littératie financière au Québec. Et ma vision, c'est que tous ceux qui ont à cœur le développement économique, tous ceux qui ont à cœur le développement régional devraient se sentir interpellés et s'intéresser à cet aspect-là. Il faut qu'on réussisse à intéresser nos jeunes et il faut qu'on réussisse à mieux les éduquer au niveau de l'économie. Vous avez été dans les deux mondes. N'oublions pas qu'un dollar investi dans le privé va aller plus loin que celui dans le public, non? Définitivement. Vous savez, il y a un organisme qui s'appelle Femmes Essor. Il y en a un ici à Laval et il y a des Femmes Essor dans toutes les régions du Québec. Ce sont des organismes qui gèrent des fonds et qui visent à supporter les projets d'entreprise démarrés par des femmes. Donc, elles offrent des prêts jusqu'à 35 000 $ et il y a une étude qui démontre que chaque dollar investi dans ces fonds-là pour supporter l'entrepreneuriat féminin a généré 4 $ de retour sur le dollar. OK. Là, il y a des gens qui nous regardent, des femmes, entre autres, ou peut-être de jeunes entrepreneurs qui se disent « OK, c'est beau ce qu'elle vient de me dire, mais je fais quoi maintenant pour aller plus loin? » On fait quoi? Moi, je pense que ça passe beaucoup par aller chercher de l'aide et du support. Il y en existe des organisations d'aide et ce qui peut faire une grande différence dans les projets d'entreprise, c'est l'accompagnement. Le mentorat, non? Le mentorat, l'accompagnement d'experts, de ressources qui sont là disponibles et qui peuvent guider, aider. Parce que vous savez, ce qu'on constate, c'est que notamment les femmes vont souvent démarrer une entreprise pas nécessairement dans leur domaine d'études. Ce qui fait qu'elles arrivent, elles ont une vision, une passion, mais ne sont pas nécessairement bien expérimentées. Donc, elles auraient tout intérêt à aller chercher ce support-là et aussi à réseauter. Vous savez, le milieu des affaires, on a tendance à dire c'est encore de boys club, mais il faut de plus en plus que les femmes foncent, aillent de l'avant et investissent ces lieux de réseautage et d'échange pour pouvoir faire croître leurs projets. Comme on est à Laval, vous suggérez d'aller où? Femmes Essor. Femmes Essor, il y a le CLD, il y a Femmes Essor, il y a la Chambre de commerce, il y a la Jeune Chambre de commerce qui peuvent aider et supporter les jeunes femmes qui auraient des projets d'avenir. On se revoit lors de la prochaine chronique? Certainement, avec plaisir. Merci, Suzanne. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Roberta Arguello nous parle de Body Flow.
Bonjour, Roberta. Bonjour, Nancy. Le Body Flow, premièrement, il a fallu que je fasse une petite recherche parce que moi, je ne savais pas c'était quoi. En fait, c'était un mélange de yoga, tai chi et aussi pilates. Exactement. En fait, c'est exclusif à Énergie Cardio. Et ici, au Québec, on l'a juste depuis septembre cette année. OK, mais ça c'est tout existe. nouveau, là. Mais ici, au Québec, c'est tout nouveau, mais ça existe depuis les débuts des années 2000. En fin de compte, c'est une compagnie qui s'appelle Les Mills. C'est une compagnie de la Nouvelle-Zélande qui a inventé ça au début des années 2000. Donc, partout dans le monde, ça existait, sauf ici au Québec. Mais c'est pas tellement nouveau parce que c'est un mélange de 3 activités. Exactement. Donc, c'est déjà des choses qu'on connaît, le yoga, pilates et tai chi. Et c'est, en fin de compte, une série de mouvements, d'étirements, de postures faits sur un fond musical, en toujours tenant compte de sa respiration, dirigée par un instructeur certifié. Donc, ça, c'est le la cours. différence, dans le fond, c'est la musique qui s'ajoute. La différence, c'est que c'est les 3. Je vais te dire ça. Parce Donc, que le cours... le yoga, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Et donc, OK. c'est ça. Oui, c'est des postures que tu vas tenir longtemps, c'est aussi la respiration. Mais là, il mélange les 3. Donc, le tai chi, ça, c'est chinois et c'est des mouvements lents qu'on va faire. Le cours commence par ça. Donc, un réchauffement fait avec le tai chi. OK. Par la suite, on va intégrer des mouvements et des étirements de yoga et de pilates, donc pour travailler sur les jambes, travailler sur la ceinture abdominale, aussi travailler sur l'équilibre. OK. Donc, et le cours finit par des étirements et la relaxation. Fait que c'est vraiment moi, j'ai déjà essayé le yoga, j'ai déjà essayé le pilates, j'avais jamais essayé le tai chi, et c'est vraiment un beau mélange des 3. OK, bien, ceux qui ont pas, justement, qui ont de la misère à choisir, qu'est-ce que je fais? Là, c'est un mélange, on a le tout, là. Exactement, OK. oui. Et donc, on va faire c'est les Mills Body Flow pour donc améliorer son équilibre, la flexibilité, tonifier aussi tous les muscles parce qu'on travaille tout le corps, aussi renforcer la ceinture abdominale, mais également pour savoir un peu se concentrer sur sa respiration, à prendre conscience de son corps et de sa respiration. Également, ça aide pour réduire le stress aussi et donc aussi trouver le calme intérieur. Est-ce que ça, il y a différents niveaux? Non, c'est tous les niveaux ensemble. OK. Donc, c'est un cours d'1 heure et vous allez avoir tous les niveaux ensemble. Pourquoi? Parce que l'instructeur va donner plusieurs options différentes. Donc, si quelqu'un qui est plus avancé, comme disons, tu as déjà fait du yoga ou du pilates, donc tu vas avoir des options pour toi et pour les débutants. Il adapte, dans le fond, pour chacun des niveaux. Exactement. Chaque fois qu'il va montrer un mouvement, il va adapter, il va te dire ça, c'est t'as la difficulté, puis ça, c'est pour ceux qui sont plus flexibles, peuvent rajouter ça. Donc, si ça s'adapte facilement comme ça, j'imagine que c'est pour n'importe qui. Exactement. Hommes, femmes, de tous les âges, de toutes les conditions physiques. Et c'est idéal pour compléter son entraînement musculaire. Donc, c'est quelqu'un qui va faire un autre cours de musculation ou de cardiovasculaire, là, qu'on va travailler plus le cardiovasculaire. Ça vient compléter ce cours-là. Et on a simplement besoin les vêtements de yoga, donc quelque chose qui va être près du corps, confortable, et d'un tapis de yoga. OK. Toi, tu l'as essayé, là? Eh oui, je l'ai essayé. Donc, comme je dis, c'est Énergie Cardio. Et c'est seulement là. On peut seulement, mais c'est partout au Québec. En fin de compte, toutes les Énergies Cardio vont avoir du Body Flow. Mais c'est seulement à Énergie Cardio qu'on peut faire cet entraînement, ce programme. Et au Canada, ça, c'est Good Life. Donc, c'est l'Énergie Cardio, mais au Canada. C'est le même programme, sous un autre nom. Donc, c'est le même programme qu'on fait partout dans le monde, avec la même musique qu'on change à chaque 3 mois. Donc, il va avoir l'instructeur, c'est n'importe où dans le monde que tu vas le faire, ça va être le même cours, la même musique. Et à chaque 3 mois, ils vont changer donc la séquence, les séries de mouvements. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? C'était intense? J'avais déjà fait du yoga, j'avais déjà fait du pilates. C'est très relaxant, mais en même temps, tu travailles très fort. OK. Oui, c'est vraiment un beau mélange. J'ai trouvé ça très intéressant comme cours, justement, pour compléter ton entraînement. Et je tiens justement à remercier le professeur, l'instructeur à Énergie Cardio. C'est Yoni, son nom. Et si vous voulez l'essayer, il faut aller sur le site energiecardio.com pour avoir les informations sur les cours d'essai, parce que vous avez des cours d'essai gratuits, même si vous n'êtes pas membre d'Énergie Cardio. Vous allez avoir les horaires, les tarifs aussi sur le site. Donc, c'est energiecardio.com. Et il faut vraiment l'essayer pour voir si ça vous convient. OK, ça, c'est un essai qu'on a le droit, là. Exactement. Okay. Juste pour voir si tu aimes faire le cours, si ça te convient, si c'est quelque chose pour toi. Ah, bien, excellent. En tout cas, ben, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment, ça touche aux 3. Moi, des fois, je me dis tai chi, je sais pas, yoga. Oui, mais c'est vraiment une belle option. Si on n'est pas sûr de quelque chose, moi, il faut vraiment aller l'essayer. Et c'est là après qu'on voit si on aime ou on n'aime pas. Bien, merci beaucoup, Roberta. Bonne journée. À la prochaine.
Aujourd'hui, je reçois Nicolas Vincent Poirier qui vient nous parler du film Nightcrawler, en français Le Rôdeur. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Tu viens nous parler d'un film qui est, je pense, un coup de cœur pour toi. Tu as l'air d'en parler avec beaucoup de passion. Oui, tout à fait. Ça fait partie de mon top 10. C'est dans la cinquantaine de films qui sont dans mon top 10. C'est un film exceptionnel, selon moi. Il est disponible encore dans quelques salles. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, garochez-vous au cinéma pour aller le voir. C'est vraiment excellent. Et dans le fond, c'est avec Jake Gyllenhaal. C'est excellent. Juste avant d'embarquer, si c'est excellent, pourquoi il n'est pas encore en salle? Pourquoi est-ce qu'il a joué dans si peu de salles que ça? C'est parce que c'est pas le type de film que le public moyen va aller voir. Donc, c'est pour ça qu'il priorise certaines salles. Et si le film fonctionne bien, bien là, il est distribué dans de plus en plus de salles. Tandis qu'à l'inverse, Hunger Games, on le sait déjà que ça va marcher. Donc, on met ça dans le plus grand nombre de salles possible. Mais ça, tu vois, ce film-là a coûté 8 millions et a rapporté une trentaine de millions à travers le monde jusqu'à date. Donc, pour un petit film indépendant, c'est quand même très bien. OK. Et c'est Jake Gyllenhaal qui interprète le rôle principal. Un très bon acteur. Il est vraiment excellent dans ce film-là parce que, bon, il joue le rôle d'un sociopathe. Donc, un sociopathe, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est exactement, c'est quelqu'un qui n'a aucune émotion envers les gens et qui les utilise comme même principe qu'on utilise un verre. Un sociopathe, puis lui, c'est un journaliste. Pas tout à fait. C'est un espèce... C'est un sociopathe qui, on dirait, il a écouté trop de cassettes de Tony Robbins, de motivateurs, puis il est comme hyper motivé. Puis lui, la seule chose... au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Au début, on comprend que c'est un voleur qui essaie juste de trouver sa place dans la vie, mais en disant des phrases qui me fait penser à tout ce qu'on peut écouter avec les grands motivateurs aujourd'hui. Et lui, il est hyper trop motivé. Et à un moment donné, il voit une scène d'accident et il voit des caméramans en train de filmer ça. Donc là, il comprend que c'est des gens indépendants qui filment ça et qui vont vendre ça à des postes de télé. Fait que lui dit c'est une bonne idée, moi aussi. Ben tout à fait. Okay. Bon, tu sais, le genre de film, les espèces de success story. Je prends comme exemple le film avec... Will Smith, qui jouait avec son fils, justement, et que c'était un père qui était dans la rue et qui essayait de s'en sortir. Il a développé une grosse carrière par après. C'est ça. Ce genre de film-là, c'est la même chose, mais avec un sociopathe. Et ça donne place à des gros malaises. C'est très malaisant à certaines parties du film parce que Jake Gyllenhaal... J'ai vu que c'était choquant là, comme image. Oui, c'est très choquant parce qu'on embarque un peu dans sa tête et il ne faut pas oublier, ce gars-là utilise les gens à ses fins à lui sans aucune espèce d'émotion. Donc lui, c'est quoi? Il prend des photos? Il filme. Au début, il commence, il va s'acheter une petite caméra. Des scènes de crime, quoi? Uniquement des scènes de crime. Puis de toute façon, quelqu'un comme lui, il n'a pas trop de problème à filmer des scènes de crime avec des morts puis ce genre d'affaires-là. Et c'est vraiment comme le gars qui part de rien et qui monte qui veut aller justement au sommet de l'échelle, mais dans cette espèce de monde-là assez étrange. Ils reçoivent un appel. « Oups, il y a des morts là, on y va. » Puis ils sont contents d'y aller. Il y a Renée Russo qui est très bonne là-dedans. Oui, tout à fait. Et ce qui est spécial là-dedans, c'est que Renée Russo, c'est la femme du réalisateur qui s'appelle Dan Gilroy. C'est son premier film. Et parce qu'avant, c'est un scénariste à la base. Et son premier scénario qu'il a écrit, c'est Free Jack en 93, qui mettait justement en vedette Renée Russo. Et le frère de Dan Gilroy, Tony Gilroy, lui, c'est lui qui a écrit toute la série des Jason Bourne jusqu'à date. Une excellente série. Ah, tout à fait. Donc, on peut s'attendre un petit peu dans le même genre de qualité de film. Tout à fait. Ça me fait penser un peu à un film avec un look un peu des années 80. C'est assez spécial, mais c'est pas du tout dans le genre Jason Bourne. C'est beaucoup plus malsain que ça, je vais le dire, mais d'une façon quand même... C'est cru, oui, c'est cru, mais en même temps, on peut pas s'empêcher... Ça amène ça une réflexion, ce film-là. On en sort-tu un peu gagnant ou on en sort traumatisé? Non, ni l'un ni l'autre. C'est qu'on embarque dans la tête de quelqu'un qui a aucun lien avec 99,9% de la population. Donc, on regarde ça, mais on dit, mais mon Dieu, c'est donc bien malaisant. Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, on ne peut pas s'empêcher de continuer à le regarder. C'est un film excellent. 117 minutes, ça passe extrêmement vite dans ce Il y a d'autres acteurs connus aussi. Il y a Anne Cusack, Bill Paxton, mais je pense que leur rôle est moins grand. Ils ont des petits rôles, mais tous ces rôles-là sont pas mal. On les oublie quand on regarde la performance de Jake Gyllenhaal, qui cligne des yeux 4 fois en 116 minutes.
Il a perdu 20 livres pour le rôle. Il voulait ressembler à une espèce de coyote affamé, prête à tout. C'est assez spécial comme film. Je le conseille à... Donc, c'est ça. Ce film-là, Nightcrawler, le rôdeur en français, c'est ta recommandation dans ton top 10. Oui. Bien, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous puis de nous parler de ta passion de cinéma. Ça fait plaisir. Un plaisir. À la prochaine. Ça termine notre émission pour cette semaine. Vous êtes une entreprise, un commerce, une association, une fédération. Vous aimeriez faire parler de vous ou de vos événements. Il y a différentes façons pour, justement, nous joindre à l'équipe de Laval et compagnie. Par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager sur le web une portion de cette émission, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou encore sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, à notre équipe de réalisation et de production. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Nancy, merci d'avoir remplacé Amélie. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.